Va se poursuivre. Madame la présidente. Vous pouvez vous asseoir. Donc, chers collègues, nous sommes aux affaires inscrites par les députés de l'opposition. Alors, à l'article 72 du feuilleton, aux affaires inscrites par les députés de l'opposition, Monsieur le leader de l'opposition officielle présente la motion suivante. Que l'Assemblée nationale prenne acte que la mauvaise gestion des finances publiques par le gouvernement caquiste depuis 2018, marquée par de nombreux gaspillages de fonds publics et une augmentation importante de la dette, n'a pas permis une amélioration marquée dans l'accès aux services publics pour les Québécoises et les Québécois. Compte tenu du discours du budget qui se tiendra à 16 h aujourd'hui, je vous informe que, conformément aux articles 87 et 97 du règlement, la répartition du temps de parole pour les débats restreints sur la motion inscrite par M. le leader de l'opposition officielle s'effectuera comme suit. 10 minutes sont réservées à l'auteur de la motion pour sa réplique. 22 minutes 30 secondes sont allouées au groupe parlementaire formant le gouvernement. 11 minutes 15 secondes sont allouées au groupe parlementaire formant l'opposition officielle. 6 minutes 53 secondes sont allouées au deuxième groupe d'opposition. 4 minutes 23 secondes sont allouées au troisième groupe d'opposition. Et une enveloppe de 5 minutes est allouée aux députés indépendants, sous réserve d'un maximum de 45 secondes chacun. Dans le cadre de ce débat, le temps non utilisé par les députés indépendants ou par l'un des groupes parlementaires sera redistribué entre les groupes parlementaires selon la proportion établie précédemment. Mis à part ces consignes, les interventions ne seront soumises à aucune limite de temps. Enfin, je rappelle aux députés indépendants que s'ils souhaitent intervenir au cours de ce débat, ils ont 10 minutes pour en aviser la présidence à partir de maintenant. Alors, je cède immédiatement la parole à Monsieur le leader de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Madame la Présidente. En cette journée de budget, le 8e et dernier, merci au ciel, 8e et dernier budget de la CAQ. Ils ont tellement mal géré, c'est pas comme un lent, ils ont géré en péquiste. Pas surprenant, le premier ministre, c'est un péquiste. La seule chose qui différencie le PQ de la CAQ, c'est une date de référendum. Rappelez-vous de Pauline Marois. Pauline Marois qui faisait en sorte que l'actuel premier ministre, à l'époque, dans l'opposition, criait après Pauline Marois parce qu'elle avait fait un déficit de 1,6 milliard de dollars. Elle avait fait un déficit de 1,6 milliard de dollars. Ils auront rajouté, Madame la Présidente, les caquistes, en 8 ans, près de 100 milliards sur la dette publique. Faut le faire. C'est ça le record, le triste record de la CAQ. Et comme le disait si bien notre collègue, la cote que nous donnons à ce mauvais gouvernement caquiste-là, c'est la cote triple D, la cote des déficits, dettes et décotes, Madame la Présidente. Ça va coûter des centaines, pour pas dire des milliards de dollars. Ça va prendre plusieurs années pour ramasser le dégât caquiste. Et aujourd'hui, enfin, que le ciel soit loué, c'est leur dernier budget, leur 7e budget déficitaire, et ce sont des déficits historiques qui s'accumulent. Alors, Madame la Présidente, l'alternative sera bientôt en marche. Nous avons en 2026 une élection qui est devant nous. Et avec le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, on sera capable d'avoir de la rigueur avec cœur. On sera capable de reprendre contrôle de nos finances publiques et de grâce d'offrir à celles et ceux qui se lèvent le matin, puis qui travaillent, puis qui paient des taxes et impôts, bien de leur donner un gouvernement digne de ce nom, un gouvernement respectueux, rigoureux, qui donne les services, un gouvernement libéral sous Charles Milliard, Madame la Présidente. Bien, merci, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Maintenant, je suis prête à entendre un autre intervenant ou intervenante, Madame la députée de Charlevoix. Peu importe, Madame la députée. Il faut que quelqu'un se lève. Alors, Madame la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je vais faire réponse à notre collègue après cette envolée tout pleine d'émotions. Notre gouvernement, oui, a fait des investissements sans précédent dans les services publics et dans l'amélioration du niveau de vie des Québécois et des Québécoises. Et vous savez, oui, je suis jeune maman.
On a tous un travail très prenant et souvent on recherche l'équilibre. Et c'est justement ce que le gouvernement tente de trouver et d'établir entre la santé budgétaire de l'appareil gouvernemental québécois, la maximisation aussi du bien-être des citoyens. Le ministre des Finances va lui-même, d'ici quelques heures, pouvoir vous partager nos prochaines actions. Alors, je vais me concentrer sur le chemin parcouru depuis notre arrivée au pouvoir. Certains s'imaginent que gouverner, c'est simple, que les décisions sont faciles à prendre. Mais je pense que dans cette Chambre, on est tous réalistes. On sait qu'on est là pour faire des choix qui ne sont pas toujours populaires, mais qui sont nécessaires. Il faut constamment aussi s'adapter aux nouvelles réalités. Il est important de rappeler que les impacts de l'instabilité au sud de notre frontière, ça a des influences. Les investissements mettent le frein sur certains développements, limitent leurs investissements, et c'est le rôle du gouvernement de prendre le relais et de stimuler les dépenses des entreprises à l'interne. D'ailleurs, on parle du projet de loi 5 qui est présentement à l'étude avec mon collègue des Finances, et ça va dans le sens justement de prioriser les grands projets qui seront utiles pour notre économie. Parce que vous savez, on n'habite pas non plus dans une bulle au Québec. Il y a eu des annonces du gouvernement fédéral dans l'industrie militaire. Le Québec se retrouve en tête de peloton avec nos richesses naturelles et nos minéraux critiques. Et c'est en ce sens que nous allons faire fructifier l'économie de nos régions. Pour ce faire, il nous aura fallu ajuster des règles. Investissement Québec ne pouvait pas auparavant, par exemple, investir dans les entreprises liées à l'armement. Donc, on a fait des ajustements en ce sens, mais c'est pas tout. On doit également avoir une vision d'ensemble dans nos annonces. Donc, chaque fois qu'on annonce des centaines ou des milliers d'emplois dans un secteur, il faut penser ensuite à la suite. Donc, des travailleurs vont déménager avec leur famille. Il faut des écoles, des logements, voire la construction de nouveaux quartiers complets. On a vu d'ailleurs certains de ces exemples à Bécancour avec la vallée de l'innovation là-bas. Avec les installations dans le parc industriel, d'ailleurs c'est à Bécancour, c'est déjà 3000 emplois qui ont été créés. Et la ville a récemment battu un record de mise en chantier domiciliaire. Ça fait plaisir à la région, parce que c'est du jamais vu. Et avec l'arrivée de nouveaux résidents, vient les écoles primaires, 13 nouvelles classes qui ont été confirmées par le Centre de services scolaires La Riveraine. Aucune école n'a été construite à Bécancour depuis les 40 dernières années. Chaque décision a des effets papillons. Les partis d'opposition parlent sans gêne de certains projets qui n'ont pas eu de succès escompté. Mais on a investi dans plus de 30 000 entreprises depuis 2018. Si, comme moi, vous possédez des placements, j'en ai pas des tonnes, mais vous savez que l'important, c'est que la majorité des investissements se portent bien. Savez-vous que la CDPQ a investi 93 milliards de dollars en actifs au Québec en 2024? Oui, on a perdu certains paris. Je ne minimise pas, d'ailleurs, les pertes dont on parle ici, mais je ne dis pas que c'est pas fâchant aussi. Ça aussi, on pourrait en reparler. Mais encore une fois, il faut regarder le contexte économique mondial. Quand on dit que notre gouvernement n'est pas le gouvernement des régions, ça me fait un petit quelque chose parce que, et j'espère que j'ai le droit de le dire, c'est inexact. Juste chez moi, dans la MRC de Charlevoix, pour ne pas la nommer, on va agrandir l'hôpital. On a déjà construit 2 nouvelles écoles. Il y en a une qui est en rénovation également. Avec une augmentation importante des budgets dans les infrastructures scolaires, on a en 6 ans construit, le dernier chiffre, il datait de quelques mois, c'était 106 nouvelles écoles. C'est 2 fois plus de construction neuve annuellement que le gouvernement précédent. Et ça, c'est sans parler du fait qu'on a rénové ou agrandi près de 200 écoles. Et il y a plus d'une centaine d'autres projets, notamment des cours d'école aussi, qui sont rénovés. Donc, pour moi, ça va à l'inverse du libellé de la motion d'aujourd'hui qui tente de faire croire à une baisse d'accès aux services publics. Moi, je vois l'inverse. Dans ma circonscription, encore une fois, parce qu'on parle de ce qu'on connaît et de ce qui est près de nous, on implante actuellement le projet d'éoliennes Les Neiges. C'est 1200 mégawatts en 3 phases, ce qui équivaut à l'alimentation en électricité d'environ 210 000 foyers. Si vous préférez, la recherche quotidienne de 1 million de voitures électriques. C'est un projet d'1 milliard de dollars. Ce sont non seulement des jobs, mais aussi des retombées économiques, des redevances aussi pour nos MRC, pour nos régions. Et la liste est beaucoup plus longue que ça. Au Saguenay, on a annoncé un soutien pouvant aller jusqu'à 14 millions au projet Elysis, j'espère que je le prononce bien, donc de l'entreprise Rio Tinto Alca et Investissement Québec, donc développant une technologie révolutionnaire de production d'aluminium à très faible empreinte carbone. C'est un projet qui vise à produire de l'aluminium sans émission directe de gaz à effet de serre. Je vous épargne les détails, mais ce qu'on veut, c'est poursuivre la décarbonisation de l'industrie du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
J'en profite aussi pour souligner un investissement privé d'1,7 milliard de dollars de Rio Tinto pour moderniser sa centrale hydroélectrique centenaire qui est à Alma. C'est un chantier sur 7 ans qui vise à prolonger la durée de vie et améliorer la fiabilité de la centrale en modernisant notamment les turbines, les alternateurs. C'est un des plus grands investissements hydroélectriques de l'entreprise depuis 1950. Il s'agit aussi d'un investissement privé, mais qui n'aurait pas eu lieu si l'environnement d'affaires au Québec n'avait pas été favorable. C'est exactement pour cette raison que le premier ministre a nommé les besoins de créer des emplois de qualité en région dans le contexte économique que nous connaissons. Sur la Côte-Nord aussi, c'est pas très loin de chez nous. Écoute, seulement on traverse le fleuve et on est rendu. Donc, l'aluminerie Alouette pourra maintenir près de 1000 emplois bien rémunérés à cette île grâce à un nouveau contrat d'approvisionnement électrique jusqu'en 2045 et à des investissements stratégiques de 1,5 milliard de dollars pour moderniser ces installations. Les investissements portent notamment sur la modernisation, la croissance, la décarbonation et l'automatisation de l'usine pour renforcer sa compétitivité dans un contexte mondial difficile. L'entreprise s'engage aussi à investir 15 millions de dollars supplémentaires sur 10 ans dans les communautés locales avoisinantes. Et ça aussi, c'est pas rien. Est-ce que c'est ça que le député de l'opposition parle lorsqu'on mentionne un gaspillage de fonds publics? Moi, je vois au contraire de belles opportunités. Et je connais la réalité des gens de l'extérieur de l'île de Montréal aussi. Les gens qui sont très nombreux au Québec et qui tiennent à leur région. C'est d'ailleurs en tant qu'adjointe parlementaire du ministre des Finances que je peux parler aujourd'hui du contexte plus économique. Madame la Présidente, vous avez probablement déjà entendu parler notre premier ministre de réduire l'écart de richesse avec l'Ontario et le Canada. On a réussi de manière éclatante. Le Québec a réussi à réduire son écart de richesse avec l'Ontario, principalement grâce à une meilleure performance économique soutenue depuis 2018. L'écart en niveau de vie, qui était de 15,9 % en 2018, est prévu de se réduire à 9,9 % en 2026. C'est sous la barre des 10 %. Il est également important de penser au niveau de vie. Donc, de 2018, depuis que la CAQ est au pouvoir, à 2024, le PIB réel par habitant a augmenté de 4,9 % au Québec, contre une diminution de 0,9 % dans le reste du Canada. Ça, pour plusieurs personnes, c'est pas tangible, c'est des chiffres, mais concrètement, ça veut dire qu'on est mieux ici. Quand on se compare aux gouvernements qui nous ont précédés, le rang du Québec par rapport au reste du Canada est le meilleur sous la CAQ. Premier. Ici, on parle de tous les gouvernements depuis 1960. Donc, j'ai le droit de le nommer, M. Couillard, 2014-2018, numéro 3 au Canada, Marois, 2012-2014, numéro 8 au Canada, M. Charest, 2023-2012, 7e au Canada. On est premier. D'ailleurs, nos salaires ont augmenté plus rapidement que ceux des Ontariens, et ça n'arrive pas par magie. On avait un plan, on le suit, on voit déjà des résultats. Le ministre des Finances le mentionnait hier dans les allocutions qu'il a données dans les couloirs de l'Assemblée nationale. En 2025-2026, après versement des revenus consacrés au Fonds des générations, le déficit budgétaire au sens de la loi sur l'équilibre budgétaire est réduit à 1,2 milliard de dollars par rapport au dernier budget et atteint 12,4 milliards de dollars, ce qui représente, et il faut vraiment regarder ça, 1,9 % du PIB. Il faut faire, encore une fois, l'exercice. Regarder le pourcentage du PIB. Le cadre financier prévoit une provision pour éventualité de 2 milliards de dollars en 2025-2026, de 2 milliards de dollars en 26-27 et de 1,5 milliard de dollars par année à compter de 27-28. Le gouvernement réaffirme son engagement à l'égard de son plan de retour à l'équilibre budgétaire pour les années 2029-2030. On invite d'ailleurs les oppositions à écouter avec attention le ministre des Finances qui annoncera sous peu son discours sur le budget. Ils pourront voir comment notre gouvernement fait preuve de vision pour l'amélioration des services publics au Québec. Pour reprendre les mots du ministre des Finances, le budget 26-27 sera sobre, ciblé et responsable. En ce qui concerne la dette, au 31 mars 2026, la dette nette du Québec s'établira à 39,7 % du PIB. Pour bien comprendre, parce qu'encore une fois, les chiffres peuvent dire tout hors de leur contexte, il s'agit d'un niveau inférieur à celui d'avant la pandémie, qui était de 42,9 % du PIB au 31 mars 2019. Le gouvernement vise à réduire la dette nette au PIB à 32,5 % d'ici 2037-2038. Donc, cette année et en 2026-2027, les revenus consacrés au Fonds des générations s'établiront respectivement de 2,5 milliards de dollars et à 2,4 milliards de dollars. La mise à jour de novembre dernier prévoyait un versement additionnel au Fonds des générations en 2026-2027 qui correspond au surplus
cumulé des fonds d'électrification et des changements climatiques, lesquels est estimé à 1,8 milliard de dollars. Le versement au Fonds des générations totaliseront ainsi 4,2 milliards de dollars en 2026-2027. Ça fait assez de chiffres, mais je suis fière de dire qu'on bâtit quelque chose de très solide ensemble. On a tellement de sujets qui peuvent nous rassembler, des projets dont on peut être fier, des projets qui nous donnent envie aussi de nous continuer à nous battre pour le Québec. Je pense ici à Hydro-Québec qui entame le plus grand chantier économique de toute l'histoire de la province avec des investissements de plus de 200 milliards de dollars. Comme l'a mentionné le premier ministre dans son discours d'ouverture, il y aura des effets économiques. D'abord, lors de la construction, plus de 35 000 emplois annuels pendant plusieurs années. Et ensuite, on aura assez d'énergie pour répondre aux besoins des entreprises d'ici et celles qui vont choisir aussi de s'établir au Québec où l'énergie est verte. Pas juste l'hydroélectricité, il y a aussi l'aluminium vert, l'acier vert. Donc, ce chantier soutiendra la transition énergétique du Québec vers la décarbonation, renforçant sa position de leader mondial en hydroélectricité et énergie propre, contribuant aussi à l'atteinte des objectifs climatiques. Et certains nous reprochent de mettre tous nos œufs dans le même panier, mais non. On investit dans l'aérospatiale, dans les mines, dans les minéraux critiques, et ce ne sont pas des projets qui verront le jour dans 20, 30 ans. Non, on met tout en place pour que ça se réalise maintenant. On a une vision, on va raccourcir les délais et alléger les processus. La Caisse va d'ailleurs augmenter ses investissements dans les entreprises québécoises. Je dis ça, mais peu de gens savent que 94 % des interventions de la Caisse ont lieu dans des PME de moins de 200 employés. Les PME représentent 99 % des entreprises au Québec et une part majeure du PIB. Des investissements qui visent à soutenir la croissance, l'innovation, la productivité et la transformation numérique des PME. Bon, encore une fois, j'entends des collègues penser très fort, dire « Mais que faites-vous pour le monde? Les citoyens en arrachent. » Voici quelques exemples de ce qu'on fait pour le monde. J'aime pas l'expression « monsieur, madame, tout le monde », mais on va l'utiliser. Donc, un crédit d'impôt remboursable de 2 000 $ par année aux aînés de 70 ans et plus à faible revenu. On a augmenté les salaires, notamment les enseignants qui vont gagner près de 110 000 $ au top de leur échelon. Mais aider les gens, c'est aussi avec des petites mesures quotidiennes. 2 heures gratuites dans les stationnements des hôpitaux. J'ai moi-même bénéficié de cette mesure très appréciée. Lunettes payées pour les enfants. On a harmonisé les taxes scolaires. Il y a aussi la limitation d'augmentation des tarifs d'électricité à 3 %. Même si la devise du Québec est « je me souviens », je trouve qu'on oublie vite aussi qu'on a fait une baisse d'impôts. Et aucun gouvernement n'avait abaissé d'1 point de pourcentage le taux d'impôt depuis les années 1980. Je pourrais arrêter là, mais laissez-moi vous en dire quelques petites dernières. On n'en parle pas beaucoup, mais le permis de conduire est passé annuellement de 118 $ à 26,25 $ pour 2025. C'est en moyenne 950 $ annuellement en baisse de taxes et impôts qui retournent dans les poches des citoyens. Alors, Madame la Présidente, je m'arrête ici, mais c'est seulement pour vous dire qu'on est en action et j'ai bien hâte que vous ayez l'opportunité d'entendre mon collègue, le ministre des Finances, qui va vous présenter les grandes lignes directrices pour les prochains mois. Merci beaucoup. Merci, Madame la députée. Maintenant, je peux entendre un autre intervenant. Monsieur le... Exactement. Juste me laisser. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition, Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à la vaillance et la diligence des collègues. Aujourd'hui, écoutez, Madame la Présidente, on est ici sur une motion du mercredi, évidemment inscrite par l'opposition officielle, pour que l'Assemblée nationale prenne acte de la mauvaise gestion des finances publiques par le gouvernement caquiste depuis 2018. Et là, je mets l'emphase marquée par de nombreux gaspillages de fonds publics, on en a parlé beaucoup, et une augmentation importante de la dette qui n'a pas permis l'amélioration marquée de l'accès aux services publics pour les Québécois et les Québécoises. Puis aujourd'hui, je vais vous en parler particulièrement sous l'angle de la santé, parce que c'est un angle catastrophique pour le gouvernement, Madame la Présidente. Ne serait-ce que de consulter les unes de journaux, jour après jour, et véritablement, j'aurais du temps pour l'ensemble de la législature et plus encore, Madame la Présidente, quand même. Donc, allons-y plus vite ou plus proche que ça, simplement dans les derniers jours, Madame la Présidente, des unes de ce gouvernement-là. Le Devoir, 16 mars 2026. Il y a 50 000 personnes de plus en attente d'une IRM qu'il y a 3 ans. Ça, c'est le bilan de la part du gouvernement. C'est le bilan du gouvernement sur la santé.
Le gouvernement du Québec, les Québécois, en attente d'une IRM est passé, son nombre, de 94 000 en décembre 22 à 146 000 personnes en attente en décembre 25, Madame la Présidente. C'est une augmentation de 55 %. Ça, c'est le bilan du gouvernement. Pire encore, en 2025, c'est 82 000 personnes qui patientaient depuis plus de 3 mois puis qui étaient considérées donc hors délai pour une IRM. Ça, c'est le bilan du gouvernement pour l'accès aux IRM et ça continue, Madame la Présidente. Journal de Montréal, CHSLD au Québec, l'attente moyenne dépasse les 7 mois. Un article du 15 février. Alors que près de 25 % de notre population est âgée de 65 ans et plus, sera âgée de 65 ans et plus d'ici 10 ans, déjà le vieillissement de la population n'est pas reflété dans notre offre d'hébergement de longue durée. C'est ce que dit le journal. Le temps d'attente moyen pour obtenir une place au Québec, ça dépasse 7 mois, et ça, c'est en moyenne. Nos personnes les plus vulnérables peuvent attendre jusqu'à près d'1 an au 6 de la Montérégie-Ouest, d'1 an au 6 de l'Abitibi et au 6 de l'Outaouais. C'est 3 000 personnes en attente d'une place en CHSLD. Bien souvent, ces aînés sont en attente d'une place, doivent demeurer à l'hôpital. Et ça, Madame la Présidente, c'est indigne de notre société. Pendant ce temps-là, les besoins en soutien en soins à domicile sont comblés à seulement 10 % et le gouvernement, en 7 ans de mandat, n'a pas fait le virage nécessaire pour prévoir assez d'infirmières, assez d'auxiliaires en santé et en services sociaux pour soutenir la demande de la population vieillissante. Je continue, je recule un petit peu. Journal de Montréal, 12 octobre 2025, les ressources intermédiaires au Québec, 5 500 personnes vulnérables en attente. C'est ça, encore une fois, le bilan du gouvernement. Je parle donc de places en hébergement. Celui des RI, 5 500, c'est 575 personnes avec des troubles de santé mentale. C'est 416 personnes en déficience physique et c'est 3 883 personnes en perte d'autonomie. C'est aussi des proches aidants à bout de souffle et tout ça parce que le développement de nouvelles places stagne, Madame la Présidente. 70 % des appels d'offres du réseau public ont été annulés faute de soumissionnaires. Pourquoi? Parce que l'argent n'est pas là. Parce que les coûts de construction ont monté et le gouvernement n'a pas voulu suivre et ces ressources-là, puis ces offres-là et ces places-là n'ont juste pas été disponibles. Radio-Canada, je continue, 7 novembre 2025. Médecins spécialistes, au moins 200 000 patients attendent depuis plus de 2 ans. 200 000, Madame la Présidente. On revient aux listes d'attente des spécialistes. Parmi les 900 000 demandes pour une consultation avec un médecin spécialiste, 200 000 Québécois attendent depuis plus de 2 ans. 200 000. C'est la population complète de la Gaspésie et de la Côte-Nord. Franchement, Madame la Présidente, il y a des personnes en attente pour des suivis gynéco, en oncologie, en ORL, en dermato, et ça continue. Bloc opératoire, c'est pas mieux en bloc opératoire, Madame la Présidente, 134 salles d'opération fermées au Québec. Puis plus du 3/4 sont sous-utilisées. Pendant ce temps-là, nos patients ne reçoivent pas de traitement et doivent attendre. Le gouvernement lance un projet pilote pour envoyer les patients au privé alors que nos propres salles d'opération sont fermées. C'est à n'y rien comprendre, c'est de la mauvaise gestion de fonds publics. Ça, c'est clair, Madame la Présidente. Alors, on a des blocs qui roulent en bas de leur capacité. La CAQ choisit d'envoyer ses clients, les patients, dans des cliniques CMS avant même de permettre à nos hôpitaux de rouler à plein régime, avant même de reconnaître suffisamment à leur juste valeur les travailleurs et les travailleuses du secteur public. Le public et le privé sont des vases communicants, Madame la Présidente, on le sait très bien. Tous ceux qui quittent le privé s'en vont au public. Et pendant ce temps-là, ceux qui quittent le public s'en vont au privé, puis pendant ce temps-là, on ne peut pas rouler nos salles d'opération. Donc, on le sait, Madame la Présidente, les unes se succèdent, là. Ça ne va pas aller dans le bon sens, puis l'opposition officielle a raison de dire qu'il y a du gaspillage de fonds publics. On en a parlé combien de fois ici, en cette Chambre? SACLIC, Nordvolt, les autres. Ça aussi, je pourrais passer la semaine à vous nommer les projets qui ont dérapé. Puis pendant ce temps-là, les Québécois et les Québécoises, eux, ils voient l'état de leurs services publics, mais aussi l'état de leurs finances publiques se dégrader de jour en jour. Et qui écope au bout, et c'est ce qu'on va savoir un petit peu plus tantôt, évidemment, toujours les mêmes, toujours les citoyens, toujours les fameux services publics. Et je reste sur le domaine de la santé, Madame la Présidente. Ce que le gouvernement fait subir avec les coupes et l'austérité de Santé Québec au réseau de la santé et des services sociaux dans la dernière année et demie, c'est absolument catastrophique et ça a des impacts directs sur la population. Après le 338, fermeture d'une deuxième ressource en psychiatrie, les services de l'hôpital de jour du Faubourg Saint-Jean sont abolis. On a des exemples comme ça, Madame la Présidente,
pour longtemps le CHU de Sainte-Justine au 1er juillet dernier, abolition du seul poste de psychoéducatrice au centre intégré pour troubles de la conduite alimentaire, abolition de poste pour une coordonnatrice clinique à l'hébergement du CRME. Par manque de ressources, l'unité familiale naissance flambant neuve de l'hôpital Notre-Dame du CIUS du centre-sud de Montréal a fermé ses portes à la fin mars 2025 après un an de service. Réduction à l'urgence du CM3S de Fortierville à compter du 30 juin. Les heures d'ouverture du service d'urgence passent de 8 heures à 4 heures le lundi au vendredi, une perte de 4 heures par jour. Au CIUS de l'Est de Montréal, l'employeur a coupé la notion de véhicule requis à 300 personnes professionnelles techniciens de la catégorie 4, et ça fait que le territoire qui est très largement desservi va l'être beaucoup moins. 6 de l'Outaouais, suspension du programme d'externat en soins infirmiers. 6 de Laval, près de 150 employés se sont fait signifier ces derniers jours que leur poste en temps complet allait être supprimé. Fermeture de la seule unité en réadaptation en santé mentale à Malartic. On pourra continuer comme ça, Madame la Présidente, très longtemps. Hôpital de la Tuque, fermeture permanente de l'unité de courte durée de gériatrie. Le bloc opératoire est toujours fermé, faute de main-d'œuvre qualifiée. Des nouveaux projets mis sur pause. Le projet d'hémodialyse à la maison du C3S du Bas-Saint-Laurent est mis sur pause le temps d'un retour à l'équilibre budgétaire. Le CIUS de l'Estrie va transformer environ 600 postes à temps plein en postes à temps partiel, en plus de fermer le programme d'externat aux futures infirmières hors de la période estivale. Des choses comme ça, Madame la Présidente, on en a des pages et des pages. Les listes d'attente s'accentuent, les Québécois et Québécoises n'en ont pas pour leur argent. Et c'est ce qu'on va savoir encore plus clairement dans quelques minutes, mais évidemment qu'on appuie cette motion de cette mauvaise gestion et de ce fiasco gouvernemental. Bien sûr. Merci, Monsieur le député. Maintenant, nous allons poursuivre avec Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, dans quelques minutes, le ministre des Finances déposera son dernier plan budgétaire. Pas besoin d'une boule de cristal pour s'imaginer que dans ce plan budgétaire, celui-ci sera encore marqué par de nombreux gaspillages de fonds publics, qui sera marqué par une augmentation importante du déficit, puis qu'encore une fois, malgré toutes les promesses de la CAQ, on aura encore une fois donc des promesses brisées qui feront en sorte qu'il n'y aura aucune amélioration marquée dans l'accès aux services publics pour les Québécoises et les Québécois. C'est dans cette perspective, Madame la Présidente, que je nous enjoins à voter en faveur de la motion déposée par mon collègue, le député de Lafontaine. Madame la Présidente, il y a quelques minutes, on entendait la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré nous parler donc de différents investissements, nous dire, mais voilà, est-ce que ce qu'elle nous a énuméré, est-ce qu'il s'agit de gaspillage? Madame la Présidente, je pense que le gouvernement a besoin d'un petit rappel parce que nous aussi, on sait que notre plaque d'immatriculation dit « Je me souviens ». Madame la Présidente, je me souviens de SACLIC, un scandale qui nous aura coûté $1 demi-milliard. Madame la Présidente, je me souviens de Nordvolt, le projet pour lequel le premier ministre nous a dit « C'est pour des journées comme ça que je fais de la politique ». On sait ce qui s'est passé avec le projet Nordvolt, Madame la Présidente. Je me souviens de Lyon. Quel désastre, Madame la Présidente. Je me souviens aussi des chèques électoralistes de 500 $ qui ont été donnés indistinctement par le ministre des Finances lui-même en 2022. Donc, tous des gaspillages de fonds publics avérés. C'est pas simplement nous, à l'opposition officielle, au Parti libéral du Québec, qu'on l'affirme, Madame la Présidente. C'est le sentiment public. C'est la population qui dit à l'ensemble des parlementaires, la CAQ a gaspillé notre argent dans ses projets. Madame la Présidente, j'ai aussi entendu la députée Charlevoix-Côte-de-Beaupré nous dire qu'on est en train de bâtir des projets très solides ensemble. Est-ce qu'elle parle de bâtir des cabanons? Parce que moi, je me souviens des formations en construction où on rémunérait donc les élèves qui essentiellement donc prenaient donc l'argent des contribuables qui nous disaient moi je prends ça, merci beaucoup gouvernement de la CAQ pour aller construire des cabanons et ne pas aller travailler sur les chantiers alors qu'on vit encore une pénurie de main-d'œuvre qu'on n'a pas réglée. Je me souviens aussi d'une opération main-d'œuvre, puis ça c'est drôle parce que le gouvernement de la CAQ a un petit peu cessé de nous en parler parce que ça, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Madame la Présidente, parce que tout simplement, ça s'est évaporé de l'espace public parce que là-dedans, il y a eu des programmes de formation dont on ne saura jamais s'ils ont donné des résultats. Je me souviens de pratiques, je me souviens de Paraf et de la ministre de l'Emploi qui est obligée donc d'y mettre fin et finalement donc de réaliser que l'opération main-d'œuvre n'aura pas été un succès.
Voici les gaspillages de fonds publics auxquels nous faisons référence, Madame la Présidente. Il y a ceux-ci, puis il pourrait y en avoir bien d'autres. Mais pendant ce temps, ce que le gouvernement ne fait pas, pendant qu'il gaspille des fonds publics, il ne s'assure pas de faire en sorte que chacune de nos missions de l'État sont en mesure de réaliser leurs fonctions. En éducation, Madame la Présidente, je suis porte-parole en éducation et pas plus tard qu'il y a 2 semaines, on avait de façon historique la coalition des acteurs en éducation qui s'est créée il n'y a pas si longtemps. Ce n'est pas une institution qui existe depuis 50 ans. On parle de groupes en éducation qui se sont joints à l'été dernier, qui se sont dit « assez, c'est assez, il faut que les enseignants, que le personnel professionnel, que le personnel de soutien, que les directions d'école, que les commissions scolaires anglophones, que les comités de parents, que les représentants des enfants avec des besoins particuliers, que tout le monde parle d'une même voix pour la première fois de son histoire pour dénoncer les compressions en éducation et l'impact que ces compressions continuent d'avoir dans notre réseau. C'est pas rien, ça, Madame la Présidente, parce que pendant qu'on a des gaspillages de fonds publics, notre réseau souffre. Notre réseau n'est pas en mesure de réaliser sa mission. Et on l'a souvent dit, le premier ministre nous avait présenté l'éducation comme la priorité des priorités. Mais là, ce qu'on constate, c'est qu'après nous avoir présenté ces priorités, encore une fois, il s'agit d'une promesse brisée. Tout le monde dans le réseau d'éducation est déçu et tout le monde dans le réseau d'éducation nous dit on a besoin d'obtenir de la prévisibilité parce que sinon, les services aux élèves sont touchés. Je dis sinon, mais en fait, c'est le cas en ce moment. Les services aux élèves sont affectés, ils sont touchés par le manque de prévisibilité et les décisions qui ont été prises par le gouvernement caquiste au cours des 8 dernières années de ces derniers mandats, de la 42e et de la 43e législature, Madame la Présidente. Vous aurez compris, Madame la Présidente, qu'aussi, le premier ministre nous avait indiqué qu'au-delà de l'éducation, son autre priorité, c'était la culture, la langue française. Là-dessus encore, Madame la Présidente, ce qu'on a vu, c'est de l'incohérence caquiste. Un autre élan d'incohérence caquiste où, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, au début de cette rentrée parlementaire, autant les acteurs de la culture que ceux de l'éducation imploraient le gouvernement caquiste de ne pas couper dans les sorties culturelles scolaires. Madame la Présidente, je suis allée sur le terrain, j'ai rencontré des écoles, je suis allée visiter moi-même des musées, j'ai rencontré des associations d'artistes qui nous disent c'est notre pain et notre beurre et nous craignons, nous avons excessivement peur de ce que le gouvernement est en train de faire ici, même en remettant en doute l'investissement qui pourrait être fait dans les sorties scolaires, dans les sorties culturelles scolaires. On le sait que la relation, Madame la Présidente, entre la langue française et nos jeunes, elle ne se construit pas de façon désincarnée, elle se construit grâce à la culture. Elle se construit grâce au contact avec nos artistes, grâce à des visites dans nos musées, grâce au fait de pouvoir les recevoir à l'école. Et le gouvernement, qui à la fois nous a indiqué que l'éducation était une de ses priorités et que la langue française était une autre de ses priorités, essentiellement, il a reculé sur ces 2 aspects avec cette promesse, encore une fois, brisée, parce que c'est d'un engagement électoral, donc plus qu'une volonté politique mentionnée et incarnée maintes fois, il s'agit d'un engagement électoral clair, indiqué dans la plateforme de la dernière campagne électorale et qui, encore une fois, a été rompu. Donc, vous aurez compris, Madame la Présidente, qu'ici, quand on vous présente cette motion, qu'on vous dit qu'il faut prendre acte de la mauvaise gestion des finances publiques, parce qu'on le sait, là, il n'y a pas de surprise ici, dans le prochain budget, on va nous présenter un énième déficit. On n'aura certainement pas un retour à l'équilibre budgétaire dans le budget qui va nous être présenté cet après-midi. Bien, tous les acteurs qui reçoivent des services publics, et particulièrement dans le dossier que je représente fièrement, puis pour lesquels j'ai
l'honneur d'être en contact avec ceux qui le tiennent à bout de bras, bien, ils nous disent on ne reçoit pas plus de services. Si au moins on avait autant de déficits parce qu'on savait que par la suite, on allait recevoir les services conséquents, bon, c'est correct, on passerait à travers tous ensemble. On bâtirait des projets très solides ensemble, comme le prétendu ici, donc la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Mais c'est pas ça qui se passe, Madame la Présidente. C'est pas ça qui se passe au niveau des services, mais c'est pas ça qui se passe non plus dans le réseau de l'éducation en matière d'infrastructure. Madame la Présidente, j'ai entendu, encore une fois, donc, le gouvernement donc, nous présenter donc, ses budgets d'école, puis nous dire, bien, regardez, donc c'est pas nécessairement donc, facile de gouverner parce qu'il y a le contexte économique mondial aussi. La question que j'ai pour le gouvernement, est-ce que c'est le contexte économique mondial qui fait en sorte qu'il n'y a jamais eu autant de projets de construction ou de rénovation d'écoles mis sur pause, Madame la Présidente? 99 projets qui sont au PQI sont sur pause de façon indéfinie. Ils nous disent non, on reste à l'étape de la planification parce qu'on n'est pas capable de les présenter. Alors, c'est encore drôle quand le gouvernement nous présente ces projets, nous dit regardez, donc la longue liste qu'on a au PQI. Bien, moi, ce que je leur réplique, bien, regardez la longue liste des projets qui manifestement ne se feront jamais parce qu'ils sont encore sur pause et qu'il y a une grande opacité face aux critères pour faire en sorte donc d'accélérer donc leur mise sur pied. Madame la Présidente, aussi, on a entendu la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, donc parmi donc les exemples d'écoles, nous parler donc du projet de construction à Bécancour. Bien, je regrette, mais on vient de recevoir donc le dernier plan québécois des infrastructures 2636. Et moi, ce que je lis, c'est que le projet d'école primaire du Centre de services scolaires de la Riveraine à Bécancour, donc ce projet de construction, fait partie des projets nouvellement retirés de la liste des projets publiés dans le PQI 2025-2035. Alors, quand on nous présente, ici même, dans le cadre de ce débat, l'exemple de la construction d'écoles à Bécancour comme un succès, comme voilà la preuve que le gouvernement de la CAQ investit dans nos infrastructures scolaires, bien, je m'inscris en faux, Madame la Présidente, et je vous confirme que c'est inexact, parce qu'encore une fois, non seulement on a toutes sortes de projets mis sur pause, 99 projets qui l'étaient déjà, mais en plus de ça, aujourd'hui, bien là, on nous dit, bien, celui-ci, on est tellement certain qu'il ne se réalisera jamais que, bien, finalement, bien, on baisse les bras, on abandonne les gens de Bécancour, puis on leur dit, bien, le projet qu'on vous avait promis, bien, comme on l'a fait avec plein d'autres projets de rénovation, donc dans toutes les régions du Québec, bien, aujourd'hui, bien, tout simplement, bien, on l'enlève du PQI. Bien, c'est pas important. C'est pas une priorité d'agrandir, de construire l'école primaire du Centre de services scolaires de la Riveraine à Bécancour. Donc, Madame la Présidente, ce qu'on aura vu au cours des 8 dernières années, c'est un gouvernement qui a rompu ses promesses. C'est un gouvernement qui a sous-investi dans nos infrastructures scolaires. C'est un gouvernement qui n'aura pas su choisir ses priorités et qui n'aura pas pu donner l'heure juste aux Québécois. Ce qu'on vous répond ici, avec cette motion, Madame la Présidente, c'est que sous un gouvernement libéral, avec à sa tête Charles Milliard, nous serons là, nous serons au rendez-vous pour les Québécois en respectant la gestion des finances publiques, en faisant une gestion rigoureuse des fonds publics, de l'argent des Québécois, mais surtout en leur présentant des services. Alors, pour ces motifs, je nous invite ici, dans cette Assemblée, à voter en faveur de la motion du député de La Fontaine. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée. Maintenant, je cède la parole à Monsieur le député de Portneuf. Merci, Madame la Présidente. À titre indicatif, est-ce que vous pourriez me rappeler le temps qu'il nous reste? Il vous reste 9 minutes. Parfait. Merci, Madame la Présidente. Très heureux d'intervenir aujourd'hui dans le cadre de cette motion du mercredi. Je vous avoue qu'hier, je me suis prêté à l'exercice
de faire l'inventaire des mesures que nous avons mises en place et je peux vous assurer que ça fait du bien de se rafraîchir un petit peu la mémoire et de se rappeler quelles sont les mesures qui ont été déployées pour accompagner les Québécoises et les Québécois dans leur quotidien. Des mesures majeures, Madame la Présidente, qui ont été mises en place donc, pour affronter les effets de l'inflation, notamment une baisse historique de 1 point du pourcentage sur les 2 premiers paliers d'imposition, ce qui a permis à 4,6 millions de contribuables de bénéficier de cette mesure, Madame la Présidente. Également, je voulais rappeler que nous avons octroyé des chèques ponctuels allant de 400 à 600 $ pour aider nos concitoyens à renforcer le pouvoir d'achat, pour aider nos concitoyens dans leur quotidien, mais aussi pour renforcer le pouvoir d'achat de toutes et tous. Nous avons par ailleurs plafonné les tarifs gouvernementaux à 3% pour les frais de garde, les frais de scolarité, les permis de conduire. Ma collègue de Charlevoix-Côte-de-Beaupré le disait tout à l'heure, pour l'immatriculation de véhicules et les tarifs d'Hydro-Québec. Ce sont des mesures qui résonnent beaucoup dans nos circonscriptions, Madame la Présidente, et je peux vous assurer que j'en entends souvent parler. Nous avons aussi fixé la gratuité des 2 premières heures de stationnement dans les hôpitaux et réduit les tarifs journaliers. Là aussi, souvent, nous avions des commentaires de proches aidants qui accompagnaient des gens vers les hôpitaux et qui nous remercient grandement de cette mesure que nous avons mise en place. Nous avons instauré le programme de remboursement pour l'achat de lunettes ou de lentilles coréennes pour les enfants et nous avons fixé cela à 300 $ aux 2 ans. Nous avons réintégré la gratuité des traitements de fécondation in vitro, une excellente nouvelle pour les familles qui avaient besoin de ce service. Nous avons aussi baissé la taxe scolaire. On s'est habitué toutes et tous à ces baisses, mais on se souvient que dans un passé pas si lointain, ces taxes scolaires représentaient un budget important dans le portefeuille des Québécois. On a aussi mis en place des mesures pour lutter contre les irritants quotidiens, incluant un meilleur encadrement des pourboires, un affichage plus clair des prix à l'épicerie, Madame la Présidente, et un resserrement des règles sur le crédit pour éviter toutes sortes d'abus. On a aussi amélioré l'accès aux services de santé. Aujourd'hui, l'inscription de 959 000 personnes supplémentaires auprès d'un groupe de médecins de famille, ce qui porte à près de 7 millions le nombre de Québécois pris en charge par un médecin de famille ou un GMF ou encore une infirmière praticienne spécialisée pour les soins médicaux. On travaille, Madame la Présidente, à donner un meilleur accès aux médecins de famille. Tous les patients orphelins ont désormais accès au guichet d'accès à la première ligne, qu'on appelle communément le GAP. On a réduit la paperasse des médecins, on a haussé les admissions en médecine de 40% par rapport aux années précédentes. L'élargissement des pouvoirs des autres professionnels de la santé vise à désengorger les urgences, à libérer les médecins pour les patients, bien entendu, qui en ont le plus besoin et pour offrir des soins de santé adaptés à chacune et à chacun. Les infirmières praticiennes spécialisées peuvent désormais diagnostiquer, déterminer des traitements médicaux, suivre les grossesses et prendre en charge des patients. Les pharmaciens peuvent maintenant prescrire et administrer des vaccins, certains médicaments et tous les médicaments en vente libre, ainsi qu'ajuster ou prolonger les ordonnances. Les infirmières cliniciennes, Madame la Présidente, les psychologues, les orthophonistes, les conseillers d'orientation et les sexologues peuvent poser des diagnostics en santé mentale pour faciliter l'accès des Québécois à différents services et ainsi à réduire les délais d'attente dans nos salles, Madame la Présidente. On a aussi accéléré, on se souvient que ça avait été une formule qui avait été très appréciée, accélérer la formation qui était offerte aux préposés aux bénéficiaires. Elle est maintenant offerte et on a mis en place des mesures pour attirer plus d'infirmières et plus de personnel dans le réseau. Dans Portneuf, par exemple, on a plus de 15 infirmières qui sont venues renforcer
le réseau de la santé, des gens qui venaient de l'étranger. La création, on a facilité aussi la création des cliniques d'infirmières spécialisées qui permettent d'offrir un meilleur accès aux services de santé à la population. Nous avons renforcé la complémentarité entre les secteurs publics et privés afin d'augmenter la capacité chirurgicale et on travaille pour mettre fin au recours aux agences privées, Madame la Présidente. On a amélioré l'accès au dépistage de certains cancers, notamment ceux du sein, du col de l'utérus et le cancer colorectal. On permet l'allègement des exigences administratives pour les préposés aux soins à domicile, permettant ainsi de consacrer davantage de temps à leurs patients. On a permis aussi la construction et la rénovation d'établissements de santé dans bien des cas. Cela est demeuré une priorité. Tout ça repose sur un PQI historique, Madame la Présidente, de 164 milliards de dollars. C'est 64% de plus que sous le gouvernement précédent. La prospérité économique et le développement économique régional font également partie des choses sur lesquelles on s'est largement attardé, Madame la Présidente. Depuis 2018, les salaires augmentent plus rapidement au Québec que dans le reste du Canada, avec une croissance du PIB réel par habitant de plus 1,6%. L'écart de richesse avec le reste du pays se réduit et le Québec se positionne comme leader de l'économie verte avec des investissements dans la filière batterie, la technologie quantique et l'intelligence artificielle notamment. Depuis 2018, le nombre d'interventions d'Investissement Québec est passé de 2 900 à 3 848 interventions, Madame la Présidente, générant ainsi un financement de 3,89 milliards de dollars et suscitant des investissements de plus de 14 milliards de dollars. En comparaison, justement, avec de 2015 à 2018, les interventions annuelles d'Investissement Québec représentaient à cette époque-là seulement 1 milliard de dollars et de 2018 à 2024, nous sommes plutôt à une moyenne annuelle de 2,6 milliards de dollars. C'est également prouvé par les statistiques, Madame la Présidente, que plus de 94% des interventions d'Investissement Québec l'ont été pour aider les PME de moins de 250 employés et seulement 6% de ces interventions l'ont été pour de grandes entreprises de plus de 250 employés ou plus. On peut donc affirmer avec conviction que nos PME d'ici ont été soutenues par le gouvernement, Madame la Présidente. Bien entendu, il y a une panoplie d'autres mesures que je pourrais vous énumérer, Madame la Présidente, le soutien aux jeunes familles, le soutien aux jeunes, le soutien aux aînés. Je voulais notamment vous parler du programme Agirto, de la protection des aînés qui a été renforcée par le crédit d'impôt de 2 000 $ par aîné à faible revenu. Il y a vraiment beaucoup de choses, Madame la Présidente, qu'on a réussi à mettre en pratique, des infrastructures qu'on a mis en service exactement. Je voulais par exemple parler des maisons pour aînés. J'ai la chance. Le temps de parole est écoulé. Donc, nous poursuivons les interventions avec Monsieur le député Denis Liga. Merci, Madame la Présidente, pour les 35 prochaines secondes. Il y a un seul mot qui qualifie ce gouvernement. La décrépitude, Madame la Présidente. Ouais. Ça se voit dans nos hôpitaux. Allez, ouais. Bravo, bravo. Ouais. Ça se voit dans nos hôpitaux. Ça se voit dans nos infrastructures routières. Et c'est malheureux de le constater. Ce gouvernement a perdu la confiance des Québécois. Il a dilapidé notre argent et il lui reste une seule chose. Dehors la CAQ! Ouais. Merci, monsieur. Merci, monsieur le député. Maintenant, je cède la parole à monsieur le leader de l'opposition officielle. Pour son droit de réplique, vous avez 10 minutes.
Merci, Madame la Présidente. 10 minutes, pas trop cher payé pour un gouvernement en décrépitude, un gouvernement en ruine qui a trompé les Québécoises et Québécois et qui fait en sorte que les finances publiques sont également en ruine, Madame la Présidente. Notre collègue porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances publiques, députée de Marguerite Bourgeois, a clairement dit la cote de crédit que nous donnons à ce mauvais gouvernement caquiste. C'est la cote triple D. Triple D pour déficit, dette, décote. C'est ça la CAQ, Madame la Présidente. Puis c'était ça le Parti québécois de Pauline Marois. C'est la même chose sous l'actuel premier ministre du Québec. Il aura géré pendant 8 ans comme un péquiste, Madame la Présidente. Rappelez-vous au terme du premier de D, déficit. Rappelez-vous, en 2013, on avait vu le ministre des Finances à l'époque, qui avait eu, du Parti québécois, Nicolas Marceau, il avait eu au moins la lucidité de reconnaître, et je le cite, en novembre 2013, on n'a pas été bon, on s'est trompé beaucoup. Fin de la citation. Ça, c'était le ministre des Finances péquiste, Nicolas Marceau, qui avait reconnu, héritier de l'actuel premier ministre, parce qu'il a repris son comté, à l'époque, qui était le comté de Rousseau, Madame la Présidente. Alors, d'un péquiste à l'autre, on a vu le péquiste revenir comme premier ministre. Lui, il l'avait reconnu. Pendant ce temps-là, l'actuel premier ministre, qu'est-ce qu'il se faisait en 2013? Je vous le donne en mille. Il disait, et je le cite, il disait, novembre 2013, que Pauline Marois, je me mets à la place des agences. Ils doivent avoir hâte d'avoir une visite de la première ministre, puis pas pour aller faire du shopping, pour vraiment discuter des finances publiques. En 2012, l'actuel premier ministre déchirait sa chemise dans l'opposition pour un déficit de combien? Pas 12, pas 10, 1,6 milliard de dollars. Lui est rendu le recordman, si vous pensez l'expression, des déficits au Québec, des déficits historiques. Il déchirait sa chemise en 2012 sur un déficit de 1,6 milliard de dollars. Il avait même dit, en novembre 2013, quand va-t-on enfin arrêter d'endetter les Québécois pour se faire élire à tout prix? Celui qui disait ça à l'époque, ça aurait été lui, Madame la Présidente, en année électorale, qui aura gaspillé 6,7 milliards de dollars en envoyant de façon non ciblée. Oui, il y a des gens vulnérables qui auraient mérité une aide ponctuelle. Il a envoyé des chèques de 500 dollars en mars 2022 à tout le monde, même celles et ceux qui gagnaient 100 000 dollars. Il a promis en élection, puis il a renvoyé un autre chèque de 400 à 600 dollars aux Québécoises et Québécois qui également gagnaient jusqu'à 100 000 dollars. Ces 6,7 milliards de dollars-là en chèques électoralistes qui ont été brûlés, qui n'ont pas été ciblés à celles et ceux qui auraient dû en bénéficier de façon plus marquée, les plus vulnérables de notre société. Alors, rappelez-vous ce qu'il disait, ce que j'ai cité en novembre 2013, pour se faire élire à tout prix. Bien, c'est ça. Ça explique le gaspillage qui a eu lieu. C'est un exemple de gaspillage, Madame la Présidente. Qu'on pense à Nordvolt, des centaines de millions de dollars de Nordvolt qui ont été brûlés, qui ont été dilapidés. Puis on se levait puis on posait des questions à ce mauvais gouvernement-là, puis on nous disait, ben non, c'était la Bay James de l'actuel premier ministre, Nordvolt. Imaginez-vous donc, c'était sa Bay James. Hey, allô, l'héritier de Robert Bourassa. Bien, la Bay James, ça s'est rendu un terrain vague à Saint-Basile-le-Grand puis à McMasterville. Puis Nordvolt, plus personne n'en parle. Mais on est moins riche de plusieurs centaines de millions de dollars. SACLIC, qui est toujours un scandale actuellement, ce sera plus de 1,1 milliard de dollars dans SACLIC et la facture continue de grossir, Madame la Présidente, puis c'est un système qui fonctionne à moitié. Le candidat de Lévis, Madame la Présidente, quand lui a réalisé, quand ils sont arrivés au pouvoir, eux autres, en 2018, il y avait un surplus budgétaire par la rigueur libérale de 7 milliards de dollars. Ils ont déposé un premier budget à l'équilibre. Qu'est-ce qu'ils ont fait du 7 milliards? Ils ont commencé déjà là à le gaspiller. Et par la suite, ça aura été, et tout à l'heure, on aura lecture d'un budget, le 7e qui sera déficitaire, et ce sont des déficits historiques. En 7 budgets déficitaires, ils ont ajouté sur la dette publique 100 milliards de dollars, Madame la Présidente, 100 milliards de dollars. L'avez-vous senti passer dans l'augmentation de la qualité des services, le 100 milliards de dollars? Pas pantoute. Mon collègue en santé en a parlé. On en parle en éducation. On en parle pour nos aînés, pour nos jeunes. Partout, l'État se délite. L'État n'est pas au rendez-vous. Les services sont pires que jamais, Madame la Présidente, et on est endetté
pire que jamais également. Le candidat de Lévis, candidat à la chefferie de la CAQ de Lévis, disait, je le cite, dans un élan, lui aussi, de lucidité. Il y aura eu son moment Nicolas Marceau. Il a dit le 1er février, soyons honnêtes et lucides. Depuis 2018, qu'est-ce qu'on a fait? On se retrouve 2 mandats plus tard avec plus d'État, plus de bureaucratie et on est en déficit. Fin de la citation, Madame la Présidente. Alors ça, c'est le collègue candidat à la chefferie de la CAQ de Lévis qui a eu au moins cet élan de lucidité-là. Quand il parle de plus d'État, on veut dire quoi quand il parle de plus d'État? 2018, l'actuel premier ministre, chef de la CAQ, s'était présenté en disant « Moi, je vais avoir un État plus efficace. Celles et ceux qui sont à Québec, les fonctionnaires qui travaillent, qui brassent du papier, on va les faire passer de 68 000 à 63 000. » Ah! Bon, il a été élu là-dessus. Qu'en est-il après 8 ans? Bien, ils ne sont pas passés de 68 000 à 63 000, ils sont passés de 68 000 à 80 000. Il a augmenté 12 000 personnes à Québec, pas dans le réseau de la santé et en éducation qui donnent des services de première ligne, des hommes et des femmes qui sont de bonne foi, qui se lèvent pour aller travailler, oui, mais dont l'État québécois n'aurait normalement pas dû avoir besoin. 12 000 fonctionnaires de plus, ça, c'est plus de 1 milliard par année en masse salariale et en coûts reliés à cette augmentation marquée de la fonction publique, la lourdeur administrative. Nos entreprises partout au Québec, nos PME, nous disent « Lâchez-nous avec le brassage de papier. » La réglementation, Madame la Présidente, elle est plus lourde que jamais. Puis pendant ce temps-là, on voit les blocs d'énergie qui s'en vont au Northvolt de ce monde. On voit les subventions, les prêts pardonnables qui s'en vont au Northvolt de ce monde. Puis ça, bien, c'est condamnable. On le condamne. Ça prend un nationalisme économique à la Robert Bourassa. Puis le Parti libéral du Québec saura, dans cette année électorale et dans les 4 prochaines années, si d'aventure les Québécoises et Québécois, avec notre chef Charles Milliard, nous redonnent leur confiance, on saura faire en sorte de redonner toutes ces lettres de noblesse à cette expression très, très Robert Bourassa du nationalisme économique. La force culturelle, la force du français vient d'abord et avant tout par un nationalisme économique. Vous serez aussi fort sur le français et la culture québécoise que vous le serez économiquement, parce que vous pourrez soutenir la francisation, nos classes. Mais aujourd'hui, c'est totalement le contraire qu'on a vu pendant 8 ans. Un gouvernement qui aura fait une surenchère identitaire, mais qui n'aura pas fait avancer aucunement le français par ses projets de loi liberticides. Et en ce sens-là, nous saurons, avec Charles Milliard, incarner cette nécessité de redonner au Québec un gouvernement qui n'aura pas comme cote de crédit triple D, déficit, dette, décote, mais un gouvernement qui va redonner l'espoir. Un gouvernement qui, au titre de la décote, Madame la Présidente, sous les gouvernements libéraux précédents, depuis le début des années 2000, il y avait eu 5 modifications de la cote de crédit du Québec, 5 fois. Bien, je vous le donne en mille. Sur des gouvernements libéraux, c'était 5 améliorations de la cote de crédit. Et les 2 dernières en titre, c'était en 2017 et 2019. 2019 faisait suite aux bonnes performances du gouvernement de Philippe Couillard. Sous la CAQ, il y a eu une décote. C'est ça. Comme ministre des Finances, le ministre des Finances va se lever tout à l'heure, là, puis il va déposer un 7e budget déficitaire. Il aura été le recordman de ces budgets déficitaires-là. Et il aura été le ministre et son premier ministre pour lequel il reste que quelques semaines. Après ça, il quitte. Ils auront été un gouvernement qui auront vu sur leur gouverne les services publics diminuer, sont moins donnés, et ils auront été marqués par cette décote qui est leur bulletin qui est F, qui est échec, Madame la Présidente. Et en ce sens-là, nous saurons, encore une fois, pour le peu de temps qui reste à ce gouvernement-là en fin de régime, les candidats, là, la candidate de Sanguinette à chefferie, puis le candidat de Lévis à chefferie, ne changeront rien au fait qu'il est trop tard pour la CAQ. Il est trop tard pour la CAQ. La cause en aura été jugée. Et la prochaine élection, Madame la Présidente, ce sera de se dire, est-ce qu'on veut mettre de côté la gestion péquiste-caquiste? On veut-tu se rajouter un autre 4 ans d'une gestion péquiste-caquiste, de déficit, de gens qui ne savent pas compter, puis qui ne donnent pas les services publics, ou on veut un gouvernement qui, par rapport à la séparation du Québec et à l'isolement, va être capable de dire, bien nous, ce sera le Québec d'abord pour nos blocs d'énergie, nos PME, partout dans les régions, faire en sorte que notre culture, que notre langue puisse s'épanouir. Et ça, Madame la Présidente, ça va passer. Ça va passer en octobre prochain par un gouvernement libéral mené par Charles Milliard. Merci, Madame la Présidente.
Monsieur le leader de l'opposition officielle, je vais maintenant mettre aux voix la motion de Monsieur le leader de l'opposition officielle qui se lit comme suit. Que l'Assemblée nationale prenne acte que la mauvaise gestion des finances publiques par le gouvernement caquiste depuis 2018, marquée par de nombreux gaspillages de fonds publics et une augmentation importante de la dette, n'a pas permis une amélioration marquée dans l'accès aux services publics pour les Québécoises et les Québécois. Cette motion est... Oui, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Oui, Monsieur. Donc, conformément à la demande du leader adjoint du gouvernement, le vote sera tenu à la période des affaires courantes de demain. Compte tenu du discours du budget, je suspends les travaux quelques instants.